Bonjour tout le monde et bienvenue dans À un pixel près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de François Leoniani qui gère la société Arkham Society. C'est une maison d'édition de jeux de société avec pas mal de choses à découvrir, notamment sur le fait que pour que la boîte arrive en magasin, il y a beaucoup d'étapes et pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Justement, François va nous raconter un petit peu tout ça. C'était une découverte lors du Flip à Parthenay, en partenariat avec Maître Renard, une boutique spécialisée à Latte. On écoute ça de suite. Je suis avec François de Arkham Society. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer de façon très simple, est-ce que tu peux te présenter et présenter Arkham Society, s'il te plaît ? Ouais, alors je peux le faire de façon très simple. Je suis François et je suis éditeur chez Arkham Society. Ça, c'est très simple. Et donc, moi, François, je suis donc le gérant et cofondateur d'Arkham Society, où on est 5 associés. Et Arkham Society, c'est une maison d'édition de jeux, juste ici, tout va bien, qui existe qui a été montée il y a 2 ans et demi, et c'est un long chemin. Effectivement, ça fait un peu partie des thématiques d'éditeurs de jeux de société indépendants. C'est notamment ce moment où vous avez ressenti le besoin en fait de créer une maison d'édition. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où vous vous êtes dit bon allez, tant pis, on y va ? Alors mon parcours il va être un petit peu, je pense que tous les parcours sont différents, le mien du coup aussi. En fait moi je gère une agence de gamification. Donc on fait des serious games depuis 2015 qui s'appelle Arkham Studio. Et où on est 9 et puis on doit travailler pour des clients sur des commandes très précises, sur des choses très précises. Et au bout d'un moment, on a eu envie de se dire « Ouais, c'est super cool, mais si on faisait des jeux où on va faire un peu plus pour du public et un peu plus s'amuser ?» Je ne sais pas si on s'amuse plus, en fait, ni moins, mais au final, c'était pour changer un petit peu. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé Arkham Society. Donc après 6 ans de bons et loyaux services à Arkham Studio, qui continue d'ailleurs grandement. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jeux que vous présentez ? Alors chez Arkham Society, on s'est fixé une ligne d'édition qui est plutôt une ligne de qu'est-ce qu'on ne veut pas éditer. On ne fait pas de jeux enfants. Aujourd'hui, c'est un monde qui, je pense, est complexe. Il faut bien maîtriser le marché, il faut s'y connaître vraiment, je crois, sur ce point-là. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas être partout et qu'il y avait des gens qui faisaient beaucoup mieux que nous. On ne fait pas de jeux experts parce que je pense qu'au démarrage, on ne pourrait pas faire tous les jeux qu'on a envie de faire. Un jeu expert, ça prend beaucoup de temps, je crois. Et voilà, on s'est dit non, laissons ça aux autres. Et puis, on ne fait pas de kilo plastique. Tout le monde comprend, je pense, l'idée du kilo plastique parce que... Je pense kilo plastique égale galère de fabrication, même si on pourra peut-être en parler, on en a déjà eu pas mal. Donc on est des noobs, on va éviter au démarrage de se rajouter des galères de plastique. Donc ce qu'on fait, c'est tout le reste. C'est joliment dit. Et effectivement, oui, là sur le salon, vous avez plusieurs jeux. Il y en a un qui est pas encore arrivé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu puisque c'est un peu aussi l'occasion de tester des avant-premières. Et là, techniquement parlant, il y en a une. Oui, il y en a même 2. En fait, il y en a un qui n'est pas arrivé, qui aurait dû arriver il y a 1 an. On pourra en parler, si tu veux, après, de l'aventure éditoriale de notre premier, de ce jeu-là. Donc, il y en a 2 qui vont arriver, en fait. On peut, en avant-première, en tester 2, dont un qui s'appelle Niwashi, qui est celui dont tu devais parler, parce que l'autre, c'est Fake Crystal, qui devait sortir il y a 1 an. Donc, Niwashi, c'est un jeu 2 joueurs qui est coopératif à communication restreinte. C'est un jeu qui doit durer entre 20 et 40 minutes si on est un peu lent et qu'on y va en réfléchissant beaucoup. Effectivement, oui, sachant que Fake Crystal, c'est pas un jeu qui dure beaucoup plus longtemps. Donc, puisque effectivement, on est sur un jeu d'achat et de vente de cristaux pour pouvoir gagner des points de victoire, notamment en jouant sur les majorités et les collections en fait. Sauf que effectivement, dans Fake Crystal, c'est dans le nom déjà, on va pouvoir aussi vendre face cachée potentiellement des contrefaçons qui vont faire perdre des points de victoire aux adversaires. Et pareil, on est sur un jeu qui va durer 1 heure. Ça fait partie de votre ligne éditoriale d'avoir des jeux qui justement se jouent comme ça assez rapidement. Je crois que c'est l'idée qui se construit de la ligne éditoriale. On avait une idée de notre ligne éditoriale et elle se construit au fur et à mesure de notre aventure entrepreneuriale.
Ouais, fait Cristal, et encore 1 heure, une partie en 30 minutes. Pour les joueurs qui ont bien compris, ça va assez vite. Et c'est un jeu dès 8 ans. Là, on est surpris, on le fait tester beaucoup en ce moment au Flip. Et dès 8 ans, il y a des gens, alors s'ils sont accompagnés, il y a des enfants qui peuvent jouer. Et dans ce cas, il y a un vrai plaisir pour nous du côté accessibilité, facilité d'accès aux jeux qu'on va faire. Niwashi est plus exigeant en termes de compréhension, peut-être, enfin pas de compréhension, mais de réussite du jeu. Il faut être très concentré. Mais c'est l'idée de se dire, c'est cool, on sort un jeu de 2 joueurs coopératif et là on vient amener quelque chose que les gens attendent. Ouais, il y a un plaisir de pouvoir faire jouer beaucoup de monde et comme je le disais, je pense qu'il y en a qui savent mieux faire que nous, faire jouer des vrais gros joueurs, et j'ai peur qu'on les déçoive aujourd'hui si on fait du gros jeu. Oui, d'accord. Et effectivement, il y a un côté très insistant sur notamment la qualité de matériel. Est-ce que quand vous vous êtes lancé, alors c'est une question très candide, mais c'est un petit peu fait exprès aussi, est-ce que vous aviez anticipé vraiment le rôle de l'auto-édition dans le jeu de société, ou est-ce qu'au contraire il y a eu des choses à découvrir, à dépasser finalement en termes de problématiques ? Alors, quand on s'est lancé, on s'est dit, hey, j'ai dit à 2-3 potes déjà associés d'Arkham Studio, hey, si on faisait des jeux de société pour le grand public, parce que finalement, ça fait 30 ans qu'on joue à des jeux, vas-y, ça va être cool. Voilà. Donc, j'ai perdu la question, mais on avait tout à découvrir en fait. Moi, je peux tout te raconter de l'aventure complètement ubuesque. On va faire des jeux et en fait, faut faire ça. Ah oui, il y a ça aussi à faire. Ah, mais moi, je sais pas faire ça. Donc, on s'est entouré. Je crois que c'est s'il y a des gens qui ont des envies d'édition, qui nous écoutent, il faut s'entourer des gens qui savent faire et pas s'imaginer que on fera mieux que les autres. Moi, c'est mon truc quand je fais une entreprise. Je sais déléguer. C'est mon style, déléguer. Mais c'est une vraie compétence de savoir déléguer. Hein, tu rigoles comme ça. Complètement. Mais savoir déléguer aux bonnes personnes et de la bonne manière et savoir leur dire ce qu'il faut faire, c'est bien. Il faut savoir faire et il faut pas avoir peur de déléguer à ceux qui savent mieux que toi. Et quel a été globalement le premier mur en fait, en termes de création ou d'édition justement, est-ce que vous êtes parti déjà bien en tête avec un jeu et vous vous êtes dit ok, ce jeu-là on va l'éditer, ou est-ce que ça a été l'inverse, c'est-à-dire on va ouvrir une maison d'édition parce qu'on a envie de faire ça, et ensuite vous avez eu ce premier jeu? C'est ça, exact. On va ouvrir une maison d'édition parce qu'on a envie de faire une maison d'édition. Et puis on va avancer étape par étape et on va se prendre des murs et on va se relever parce que en fait c'est pas bien grave. Et puis on va faire autre chose et puis on va en faire d'autres, etc. C'est l'idée. Moi j'ai un truc un peu de stratégie du petit pas. On y va étape par étape. Avec Arkham Studio, j'ai évolué dans un univers qui est dit des startups. Que je vomis et dont j'ai pas du tout envie de participer de ce truc on va lever des fonds, on va devenir les rockstars et puis après on va se casser la gueule. Non, on va avancer tranquillement et puis j'ai calé ça avec Arkham Society aussi. Et justement là, aujourd'hui, les jeux ils sont sur le salon du Flip. On se retrouve avec des problématiques de production. On a vu vis-à-vis de Fake Crystal, pour l'instant, on a une première boîte qui en fait est proto finalement par rapport au rendu final qu'il y aura au magasin. À quel moment en fait vous vous dites ok, donc là en fait en vrai nos exigences elles sont plus élevées que ce qu'on avait en tête au début? Ouais, en fait alors on va rester sur Fake Crystal, et puis parce qu'après je peux digresser sur plein de choses là-dessus. Fake Crystal, on s'est mangé le mur de la fabrication en Chine. Donc c'est notre 3e jeu et fabrication Chine pour pouvoir être rentable. Donc pareil, on s'est mangé. Moi je me suis mangé la découverte de pour être rentable, il faut faire ça. C'est chaud en fait. C'est compliqué de gagner des sous. En fait, la boîte que tu as là au Flip, c'est la boîte finale, ce sera celle-ci, mais c'est qu'il y a eu des malfaçons. Il y a eu des problèmes de fabrication. Alors, si tu veux, on reste sur cette histoire-là. L'histoire donc Fake Crystal, c'est des cristaux, c'est des tuiles de cristaux où d'un côté on voit la couleur et de l'autre côté le joueur voit et la couleur et la valeur. Et toi, tu vas vendre des trucs en disant à l'autre, regarde la couleur, je te promets, vas-y, c'est un 10, c'est un 12, tu vas gagner tant d'argent, etc. Et dedans, il y a des faux.
Les faux, ils ont une couleur, mais ils ont une valeur négative. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Sauf quand le fabricant imprime les tuiles de faux avec une légère teinte différente des tuiles des vrais. Et donc moi j'ai découvert ça, c'était à Vichy l'année dernière, je faisais mes présentations, le jeu allait bientôt arriver, j'avais les pré-prod, je présente aux boutiques. Ouais, moi je raconte tout, j'en ai rien à faire, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. Et je présente aux boutiques. Et puis là je fais deux cristaux et je dis vous voyez, donc là on peut pas savoir si... Et dans ma tête je dis oh là là, mais je suis sûr que c'est celui-là le faux. Alors je fais genre tout va bien, la boutique part, je regarde, oh putain c'est le faux. Je m'en mets plein devant moi et je joue à deviner tout ça. Ça c'est un faux, ça c'est un faux. Je suis refroidi de ouf, je me dis oh là 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 là, comment on va faire. Donc là coup de pression parce que toi c'est ton premier, enfin c'est notre troisième jeu, mais en fait dans l'histoire, je la raconterai si tu veux, mais c'est notre premier, on va dire, jeu avec un auteur extérieur. C'est Sergio Alaban, donc auteur brésilien, il a fait Sheriff de Nottingham. Bon, ben voilà, ils comptent sur nous, etc. Toi, tu dis, ouais, super. Donc là, alerte rouge, je vais voir, donc on est distribué par Asmodée, donc je vais aller voir, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait? Putain, on arrête tout, parce qu'en fait, si tu te dis, oh, vas-y, on va faire genre, il se passe rien. Bah, en fait, le jeu, tu peux y jouer sans jamais voir ça. Mais le jour où tu vois, tu peux plus y jouer. C'est plié. Donc on fait, ok, d'accord, super, les gars, bah, ok, stoppez tout, le jeu sortira pas à Noël, c'est la vie, quoi. Donc on a contacté le fabricant, lui faire comprendre qu'il s'est trompé. Donc des visios où on montre les trucs, on fait des PDF, on montre les machins. Enfin, c'était un échange hyper long. Et je sais pas pourquoi ils ont dû recalibrer les trucs, ils ont refait eux-mêmes. Enfin, long de comprendre leurs enjeux à eux, de fabricants, par rapport à nos enjeux où tu vois, bah, on a l'habitude avec l'autre boîte de fabriquer des trucs, de faire de finaliser des graphismes, d'envoyer, mais là il y avait un enjeu qu'on comprenait pas de colo quoi. Bon, au final on s'en sort et ils nous refabriquent les tuiles. Ok, super, on les reçoit vite. Enfin vite, de toute façon c'est plié, hein, maintenant c'est plus vite. Ah si, c'est vite parce que Sergio me dit François, je vais venir à Cannes, c'est cool. Ah ouais, c'est cool Sergio, super. T'es sûr? Ça va être bien. Il dit pas parce que ça, la sortie du jeu. Oui, la sortie du jeu, Sergio, t'inquiète pas. Donc, bon. Je lui dis quand même, en fait, je l'informe au quotidien des galères. Il est au courant. Parce que je trouve que ça aurait pas été cool sinon. Et puis, donc super, on reçoit toutes les autres tuiles. On dit, ok, c'est bon, allez-y, fabriquez. Et puis, ils en fabriquent et ils nous en envoient. On en récupère 10 boîtes avant qu'ils nous envoient pour Cannes, quoi, pour le fiche. Et là, en fait, ils ont eu un décalage dans la coupe. Oh non. Toutes les faux cristaux, ils sont de la bonne couleur, ils sont tous décalés. Donc c'est encore pire. Là, c'est impossible. Tous les faux cristaux sont décalés, donc nickel. Ils ont la bonne couleur, mais maintenant, tu peux ça. Et puis là, Asmodée me dit, François, il y a un autre souci. Ah bon? Ouais, on a ouvert des boîtes, machin. Et en fait, on a des petits... Dans le jeu, il y a des cubes pour faire la monnaie. Et on a décidé de faire des cubes, c'est plastique, en mode frost. C'est joli, ça va avec l'esprit du truc. Donc ils doivent utiliser une sableuse, quelque chose pour faire l'effet frost. Sauf qu'ils les ont mal nettoyés. Et il reste dans chaque sachet et sur les cubes des résidus de microparticules blanches de plastique qui restent sur les doigts. Oh non. Donc là, tu es obligé de dire au fabricant, hey, en fait, il y a un problème. Vous devez n'envoyer... Donc là, parce qu'ils avaient refait leur truc, je dis, n'envoyez pas le truc. Parce qu'il faut aussi refaire les cubes. Voilà. Donc là, sur le moment, tu te dis, c'est bon, vas-y, le jeu, vas-y, on le sort plus. En fait, le problème, c'est aussi, tu découvres en même temps les enjeux de date de sortie, d'effets d'annonce, de médias qui disent, pourquoi il n'est pas sorti votre jeu? Ouais, mais alors. Puis à force, tu te justifies, mais plus tu te justifies, moins t'es crédible. Ton histoire, elle a beau être rocambolesque, on te dit, bon, enfin, les gars, vous avez qu'à faire un. Voilà, tu te prends le truc, tu te dis, faites gaffe, quoi. Bref, au final, le jeu actuellement, il est sur un bateau. Enfin, les tuiles refabriquées de la bonne couleur, bien coupées, et les nouveaux cubes sont sur un bateau. On dirait le début d'une blague. Et ils vont arriver bientôt au hangar chez Asmodée qui déslivent toutes les boîtes, qui remettent les trucs, qui reslivent, qui referment. Et que ça puisse être livré pour octobre, je crois. Et donc, effectivement, c'est une histoire rocambolesque. Mais c'est pas arrivé sur les autres jeux. Alors,
Pour l'instant, non. Les autres jeux, on les a fait en Europe. Donc, relation plus simple, je pense, c'était plus facile. Déjà, il y a le décalage horaire, ça paraît bête, mais en fait, tu as des enjeux quand même de te dire, attends, vite, il faut leur répondre le matin, parce qu'après, c'est trop tard. Enfin, on perd vite. Quand on dit vite, il faut fabriquer, parce que sinon, on perd une jour, 2 jours, etc. Avec le décalage horaire, il y a quand même un truc comme ça. Et puis, je pense que c'était plus facile en termes de relation. Jeu plus simple qu'on a fait, jeu de cartes, moins compliqué. En termes de transport, les délais, t'as 3 jours de camion, c'est moins inquiétant. Enfin, tu te stresses moins en disant putain, si une fois qu'ils sont dans le bateau il peut pas faire, tu peux pas faire demi-tour au cargo, quoi. Ou alors tu fais l'Evergreen dans le canal de Suez, c'est tout. Et justement, il y a pas eu de soucis vis-à-vis des autres jeux en termes de prod? Les autres jeux, il n'y a pas eu de soucis. Si, sur Poucave, il y a eu des soucis, mais c'était nous, on a appris, on a fait des choix sur la fabrication de la boîte qui auraient dû être faits autrement. Ça nuit pas du tout au jeu, mais c'est pas aussi joli l'intérieur de la boîte qu'on voulait. Et on a compris en fait que c'est quelque chose qui ne pouvait pas être fait de la manière dont on le demandait. D'accord. Donc effectivement, oui, à chaque boîte, à chaque jeu, en réalité, il y a une espèce de progression très rapide. Effectivement, après, il y a cette logique de partenaires de production qui potentiellement soit a des problématiques de son côté, soit effectivement le pas de chance. Justement, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit quel enfer l'édition Est-ce qu'à un moment donné, tu parlais de délégués, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une envie de se dire, nous on va faire nos jeux à nous et pas les jeux des autres, où il y a eu vraiment ce côté, tant pis on assume jusqu'au bout? Alors, quel enfer l'édition, ouais, parce que je me suis dit, vas-y, je vais monter une boîte d'édition parce que je fais du serious game et ça va être une autre aventure et ça va être chouette. Là, quand on te dit, c'est quoi votre numéro, l'autre truc intracommunautaire, même là, non pas la TV intracommunautaire, les genre ex-work et je sais plus quoi, enfin les trucs de douane. Oui. Même là, tu vois, je sais même pas te dire tellement ça me sort de partout. Les mecs qui me disent, ouais, est-ce que vous êtes ex-work ou je sais pas quoi, je fais, non, mais je vois avec Asmodée, vas-y, j'en sais rien. Et je les remercie grandement, franchement, chez Asmodée et à des gens à la logistique qui sont parfaits et qui nous guident trop bien. Donc ça, c'est vraiment tu vois, délégué, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, ouais, non, attends, la logistique, on va la gérer parce que ça nous coûte, en fait, évidemment, dans notre pourcentage, le distributeur, s'il fait cette partie logistique, il prend de l'argent, c'est logique. Et moi, je m'achète de la sérénité. Et puis, quand on sait pas faire, on fait pas, en fait. On n'invente pas. Et notamment, je pense, du transport international. Moi, j'ai pas envie de me former là-dedans. Et j'ai envie de laisser faire les gens qui savent faire. Donc oui, il y a des moments où on dit, voilà, c'est bon, on va arrêter cette aventure, c'était bien. Non, mais en fait, on ne peut pas parce qu'on a emprunté de la thune au banquier et que le banquier, il va dire, non, les gars, vous continuez. Donc nous, on continue. Quant à faire nos propres jeux, non, c'était pas l'idée. Les 2 premiers jeux, il y en a un qui est de moi, et puis le deuxième, c'était un salarié d'Arkham qui avait un jeu. Et on a fait ça parce que c'était plus simple en termes d'enjeu. Parce que merder mon propre jeu, j'ai pas l'impression d'être redevable de me dire, oh là là, mince, l'auteur, ça craint, il nous a confié. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est bon. C'est pas grave, en fait. On a fait nos armes sur ces jeux-là et on a appris de nos erreurs. Et ouais, en fait, il faut savoir aussi, voilà, le côté retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a merdé sur ces jeux? Pourquoi ils n'ont pas marché comme nous, on avait envie qu'ils marchent? Pourquoi c'est pas la faute des autres? Les autres, j'entends le fabricant, le distributeur, les boutiques, les clients, enfin tout ça, quoi. Et pourquoi c'est en partie ou tout notre faute et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Ça, c'était hyper important pour nous de savoir ça. Et non pas du tout, en tout cas, l'objectif d'Arkham Society, c'est éditer les jeux des autres, c'est délégué, hein, éditer les jeux des autres et faire vivre un petit bateau tranquille, une petite maison d'édition qui avance comme ça. Et dès le départ, comme tu disais, il y avait cette idée de notamment avoir comme partenaire Asmodée, d'avoir un distributeur en fait qui puisse récupérer une part de compétences en fait finalement nécessaires sur l'édition, la distribution de ton jeu au départ, c'est ça? Ouais, oui, là c'était mon jeu et l'autre jeu aussi, les 2 jeux au départ. Enfin, en gros, avec Asmodée, on a signé sur le concept entrepreneurial, l'objectif de la boîte.
il y avait les jeux, mais il y avait aussi l'idée que voilà, l'entreprise, l'objectif c'est de faire tant de jeux par an, une stabilité comme ça. Enfin, il y avait un business plan de montée et on n'est pas venu en disant regardez, on a les nouvelles licornes et signez-nous parce qu'avec nous ça va être la thune qui pleut quoi. Non, pas du tout. Et je crois que j'ose espérer que c'est ça qui les a rassurés et qui leur a dit ok go, on y va ensemble. En tout cas, pour moi, c'était beaucoup plus serein de savoir dire « Ok, les gars, nous, on fait des jeux, là, c'est des petits jeux, tranquille. On va en faire X par an, on va apprendre le métier, on ne demande pas grand-chose et on va y aller étape par étape. » Tu nous parlais de Arkham Studio avec l'idée de gamification, avec voilà une réponse clientèle finalement très précise, etc. Est-ce que justement ce bagage-là que vous aviez déjà quand vous avez lancé Arkham Society, est-ce qu'il y a des éléments de compétences où en fait vous vous êtes senti au contraire ultra à l'aise en disant ah non mais ça c'est comme et justement de créer des ponts comme ça entre les deux entités. Ouais, c'est intéressant ta question parce que c'est quelque chose que j'aimerais dire régulièrement dans le monde du jeu parce que du coup j'ai découvert un autre univers et on est parti, nous on a des bagages de gestion de projet qui sont très très costauds, nos clients c'est des grands groupes internationaux et dans nos clients c'est des cadres supérieurs, des vice-présidents, des choses comme ça. Donc ils attendent de nous un projet géré au cordeau avec des plannings, des machins. Donc ce qu'on sait faire, déjà, une des choses qu'on sait très bien faire, c'est gérer des équipes, gérer des plannings, faire de l'organisationnel, tout est hyper structuré. Alors je nous tacle gentiment souvent avec Arkham Society, donc je vais faire dans l'autre sens aussi, le monde du jeu, il n'a pas encore rencontré la gestion de projet, je crois. Pas toujours, du moins pas tous, hein. Me tapez pas tous dessus tout de suite, mais ouais, il y a des choses que nous on est content d'avoir amenées sur par exemple quand on signe avec un auteur, on va définir qui a voix au chapitre sur quoi, c'est-à-dire qu'il y aura un document avec l'ADN du jeu, on vous a signé un jeu avec qui disait ça, et vous avez décidé que vous seriez en charge de cette partie, vous serez consultant sur cette partie, vous n'auriez pas voix au chapitre sur cette partie, tout est écrit. Et ça sert vachement parce qu'à la fin, en plein milieu de prod, quand il y a un moment donné que c'est galère, on dit ouais, ok les gars, mais on a défini ensemble au démarrage ça, et donc on va rester là-dessus. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, oui, tout à fait. mais en gros, ouais, on a amené cette compétence gestion de projet. Et puis le game design contraint aussi, donc nous on crée avec ce studio, on crée pour des besoins très très précis. Je peux donner un exemple rapide pour qu'on se rende compte. En ce moment, on crée un jeu, alors on fait des jeux digital et physiques, mais là on crée un jeu de plateau type jeu expert pour EDF International pour finir une formation sur le déploiement et le financement de centrales électriques à l'étranger. Voilà. Donc là, voilà la contrainte, elle est costaud et tu dois faire un jeu de plateau type jeu de gestion de ressources, poste d'ouvrier, tout ça. Donc designer sous la contrainte aussi, c'est intéressant vis-à-vis des relations avec l'auteur et avec l'objectif marketing du jeu, etc. Donc ça c'est un truc qu'on amène aussi, je crois. Et le troisième truc qu'on a pu amener, c'est des compétences connexes, c'est les compétences de game dev. Il y a 4 développeurs de jeux vidéo, chez Arkham Studio. Et on s'est dit que dans chacun de nos jeux, il y aura un petit QR code avec un mini-jeu, un truc qui reprend les codes ou le graphisme du jeu de société qu'on sort, mais il y a c'est un petit jeu mobile, un truc comme ça. Voilà. Donc, ouais, on a amené quelques points. Et effectivement, côté jeux vidéo, puisque tu parlais un petit peu de ce corps de métier-là, j'avais fait l'interview de la Moutarde Studio pour leur jeu Terra Memoria. Il disait que justement la relation développeur-éditeur qui est très différente côté jeu de société. Dans le jeu vidéo, en fait, justement, l'éditeur est censé avoir l'interface avec le public et donc de gérer toute la partie com, les annonces, etc. Et lui, en tant que développeur, il avait eu ce besoin de définir le côté j'aimerais, à un moment donné, sous certaines conditions, récupérer une partie de la com pour pouvoir maintenir en fait une connexion en fait avec le public. Est-ce que justement cette connexion avec le public que vous allez chercher sur un salon comme le Flip, vous essayez aussi d'avoir l'auteur potentiellement connecté lui avec son public à lui localement ou de le faire venir, etc. Est-ce que justement c'est quelque chose qui est pris en compte, cette relation-là qui est partie finalement vis-à-vis de l'édition? Ouais, pour nous, c'est alors comme pour nous, enfin, je pense pour beaucoup d'éditeurs, je vais pas faire genre nous différents, mais c'est important d'avoir l'auteur qui est, en fait, oui, c'est important qu'il soit
partie prenante de son jeu, ça c'est logique. Qui viennent à la rencontre de public, moi je trouve ça hyper chouette. Et pour lui, et pour nous, et puis pour le public aussi. J'ai découvert que dans le cadre d'un développement, par contre, du jeu, ce que je disais il y a tout à l'heure, c'est le cadrer bien ensemble, vraiment le qui a voix au chapitre sur quoi. Et je trouve ça tellement sain après de se dire, ok, est-ce que tu seras ok pour participer à des trucs comme ça, définir aussi alors le côté thune, hein. Moi, j'ai pas envie au dernier moment, si on n'a pas défini, dire à un auteur, ouais, tu peux venir faire animer ici. Tout ça, faut qu'on se le dise au démarrage. Mais en tout cas, là, les auteurs de Niwashi, ils sont pas sympas, ils sont pas venus, quoi. Donc je suis hyper déçu. Je tenais à leur passer un message. Non, je déconne, les pauvres. Non, ils pouvaient pas venir, mais ils sont partis. Ils sont partis. J'aime bien parce que les auditeurs et auditrices y ont vraiment cru pendant quelques secondes. Non, ils sont partis intégrantes de tout ça. On est allé au Festival de Valence avec le jeu. Ils sont de là-bas, en fait. Donc, ils ont pu animer. Dès qu'on peut faire animer les parties par les auteurs, c'est cool. Et justement, aujourd'hui, Arkham Society, d'ailleurs, c'est un nom qui évoque de suite soit Batman d'un côté, soit Lovecraft de l'autre. Je sais pas lequel des deux c'est ou... Je te laisse deviner ou... Te trompe pas, t'as une chance sur deux, sinon je m'en vais. Ah mince. Non, c'est Lovecraft. C'est Lovecraft, hein. Mais effectivement, oui, il y a cette notion-là de travailler donc avec les auteurs, avec quelque chose, je dirais presque d'authentique, en tout cas sur l'espace Arkham Society, c'est un peu ce qui est ressenti. C'est quoi la suite globalement pour vous en termes de maison d'édition, maintenant que vous avez eu déjà les problématiques de production telles que ça ferait cauchemarder justement déjà les éditeurs avertis? Est-ce qu'il y a un 4e jeu en préparation, un 5e? Oui, en fait, je pense que là, on a passé des trucs qui nous ont bien fait galérer et que ça y est, c'est bon. Donc, on a nos 2 premiers jeux qui étaient sortis l'année dernière. Ils ont fait leur petite vie et puis faut savoir passer à d'autres jeux. Ça sert à rien de s'accrocher à un truc qui marche pas forcément. C'est comme ça. Là, donc, Fake Crystal et Niwashi qui vont sortir et on a déjà signé avec d'autres auteurs sur d'autres prochains jeux. Notamment un jeu qui a pour nom en développement qui s'appelle Donjon Taquin pour l'instant, parce que c'est comme un taquin, ce fameux truc horrible qu'on doit faire t'as 8 cases et puis t'as un puzzle là. En fait, c'est un jeu solo qui peut jouer aussi à plusieurs, mais enfin plusieurs derrière tous ensemble. C'est un jeu solo qui reprend les codes d'un puzzle game. C'est fait par Julien Alain et ça va être vachement cool. En fait, vraiment, y a un super accueil d'Asmodée sur ce projet et le fait que ce soit une espèce de petit puzzle game jeu solo, on est bien hypé par ce truc-là. On fait notre première localisation aussi. On s'essaye à la localisation. On va peut-être se remanger un mur. J'espère pas parce que c'est Sergio. On localise un jeu de Sergio, donc qui fait Fake Crystal. On va essayer d'éviter, Sergio, si tu nous écoutes. Oui, c'est ça. Non, mais on localise un de ces jeux qu'il nous a présenté à Cannes. Et puis après, il y a d'autres jeux. Donc, l'idée, c'est de faire 2 jeux par an, peut-être 3. Mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà très très bien, surtout sur une équipe réduite. Surtout si en plus c'est entre guillemets une double entité entre Arkham Society et Arkham Studio finalement, où effectivement vous devez vous départager, ou vous devez effectivement, vous avez d'abord Arkham Studio puis Arkham Society. Ouais, c'est d'abord Arkham Studio parce que c'est la machine qui fait vivre le reste. On va pas se mentir, si j'avais pas Arkham... j'ai dit d'abord Studio. Oui, d'abord Studio. Mm-hmm. S'il n'y avait pas Studio, ce serait plus difficile. On a cette chance de pouvoir financer les locaux, de pouvoir avancer la trésorerie ou des choses comme ça. Donc c'est d'abord ça. Et puis, mais Society prend quand même de l'espace, d'où la gestion de projet, l'organisation au cordeau, les réunions qui sont précises et qui ne dépassent pas, et autre chose comme ça. Super, en tout cas, hâte de voir justement l'évolution au fil, soit des mois, soit des années. On aura l'occasion de rediscuter en disant, voilà, Arkham Society, 1 an plus tard, Arkham Studio. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour l'interview. Et puis, à très bientôt pour discuter notamment de Fake Crystal et des autres sorties. Carrément, merci. Voilà, donc effectivement, l'aventure du jeu de société, du jeu d'une façon générale, c'est pas si facile. On a tout un tas de problématiques qui peuvent arriver. Effectivement, cet entretien relève bien aussi le côté résilience qu'il faut avoir pour pouvoir enfin sortir ces jeux.
En tout cas, on retrouvera évidemment les jeux de Arkham Society dans cette émission. En attendant, on vous souhaite une superbe fin de journée.